Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque samedi pour un Zogma à quoi tu joues. 4 jeux comme d'habitude, on va parler de The Loop, on va parler de World of Warcraft, la version pandémique, on va parler de Tiny Epic Vikings et on va parler de Path of Civilization. Aujourd'hui, je sais pas, c'est parce qu'il fait pas beau, mais on va quand même un peu cracher sur certains jeux. Ça n'a pas forcément été une excellente fournée de jeux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller directement sur le timer de la vidéo aux jeux qui vous intéressent si tous ne vous intéressent pas. Et puis, à me laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et on va commencer, et bah pour le coup, par un très bon jeu. The Loop, encore un coup du Docteur Fou, un jeu de Théo Rivière, Maxime Rambourg et illustré par Simon Caruso. C'est édité par Ketchup Games, c'est bien sûr pas une nouveauté. C'est un jeu que moi j'ai récupéré, je sais pas, je crois que c'était il y a un an. Je l'avais récupéré pendant les soldes, je l'avais trouvé pas cher. Et comme il est souvent cité dans les tops des jeux coop, pas forcément solo, mais des jeux coop, et ben je l'avais acheté et j'avais toujours pas pris le temps de le lancer parce que moi les jeux coopération, je trouve que souvent ça a tendance à tourner un petit peu en rond, à manquer un petit peu de rejouabilité. Et voilà, je suis pas toujours très fan, mais bah là cette semaine je savais pas quoi jouer un soir, je me suis dit allez, lance-toi, je pense que les règles sont pas très compliquées et on va y aller. Et effectivement les règles sont assez simples, ça c'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir un jeu et pas toujours se taper 1 heure de règles avant, donc des jeux assez familiaux, ça fait toujours plaisir. Et ça a été un vrai coup de cœur. J'en ai enchaîné 7-8 parties pas sur la soirée, sur 2 jours. En fait, le principe, c'est qu'on va être un agent temporel et on va essayer de contrer les agissements du Docteur Fou qui est symbolisé sur le plateau par une tour à dés. On va lancer, non pas des dés, mais des cubes dedans qui vont se répartir sur différentes zones, les 7 époques du monde, qui vont de l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Et en fait, on va lancer des petits cubes rouges, ce sont des failles, et sur chaque époque, à partir du moment où il y a 3 failles, la zone est un petit peu instable. Quand vous rajoutez une 4e faille, donc un 4e cube, boum, il y a un vortex, ça explose. Vous n'avez le droit qu'à 3 vortex à partir du 4e vortex, donc 4 époques sur les 7 qui sont bloquées, et bien vous avez perdu. Et pour gagner, il faut valider des objectifs. Vous avez toujours que 2 objectifs qui sont révélés, 2 sur les 7, il y en a un à chaque époque. Donc attention, si vous prenez un vortex, vous perdez l'objectif, même si vous étiez en train de travailler dessus. Et ces objectifs vont être divers et variés, retirer des failles, ajouter de l'énergie, avoir certaines positions. Peu importe. Ce qui fait la grosse particularité de ce jeu, c'est le titre, The Loop. The Loop, c'est quoi? Eh bien, en fait, on va avoir chacun un personnage. Ces personnages, vont avoir des cartes, un petit deck perso, et petit à petit, on va un peu deck builder, on va récupérer quelques cartes, et sur ces cartes, il y a une petite icône. Des icônes avec des traits, avec des étoiles, avec une spirale et un trou noir. Vous pouvez dépenser une énergie qui est dans votre époque pour faire un loop, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé toutes vos cartes, vous pouvez les réactiver une 2e fois, mais uniquement les cartes qui ont exactement le même type d'icône. Vous pouvez réactiver toutes vos spirales, ou tous vos traits, ou toutes vos étoiles. Vous n'avez pas le droit de réactiver 2 cartes différentes d'une autre famille. Donc vous allez un peu deck builder pour essayer de spécialiser un petit peu votre deck pour pouvoir faire un loop. Et du coup, utiliser une carte qui était très sympa, la réutiliser une 2e fois. Mais, après avoir fait votre premier loop, dans le même tour, vous pouvez faire un 2e loop, sauf que cette fois-ci, ça vous coûte 2 énergies, des énergies que vous devez utiliser sur l'époque, sur la zone du plateau où vous êtes, pour refaire un 2e loop. Un 3e loop 3 fois, 4e loop 4 fois. Ça m'étonnerait que vous fassiez 4 loops, mais si vous arrivez bien à vous démerder, vous allez pouvoir vous déplacer sur le plateau pour refaire un loop, puis refaire un loop, et dépenser un peu toutes les énergies qui sont partout, et finalement faire un bon combo. Et ça, faut se le dire, c'est pas toujours facile à faire. Des fois, vous allez le faire de manière un peu obligatoire pour valider certains objectifs qui sont sur le plateau loop, mais c'est vraiment très satisfaisant, c'est vraiment très sympa. On se sent intelligent de refaire ce combo, de réussir à l'activer et finalement réussir à finir sur la bonne zone du plateau qui a 2 énergies pour refaire un 2e loop. C'est vraiment très 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 satisfaisant. Ça a du coup une petite mécanique de voyage temporel qui colle plutôt bien au jeu. Alors je sais qu'on m'a un peu tapé sur les doigts quand j'ai dit que Doggerland c'était pas thématique et du coup il faut que si je dis au premier jeu venu après que c'est thématique, ça va faire un petit peu dresser les poils sur la nuque, mais en l'occurrence je trouve que cette mécanique assez originale colle plutôt bien avec ce thème. En plus, on va avoir des méchants, des clones que le Docteur Fou va appliquer sur le plateau, et ces jetons-là, ils ont 2 faces. Le verso, ça nous dit dans quelle zone on les applique, et le recto, là où il y a la tête du Docteur Fou, ça nous dit que ce chevalier, ce Docteur Fou en mode chevalier, si vous arrivez à le remettre dans la zone, je crois que le médiéval c'est jaune, si vous avez à le remettre dans la zone jaune, il est dans son époque, paradoxe temporel parce qu'il est là, mais le vrai Docteur Fou est là aussi, donc boum, il explose, il disparaît. Donc ça aussi, c'est assez original, cette mécanique de se débarrasser de ses ennemis.
Et il faut se débarrasser de ses ennemis, parce que plus il y a d'ennemis dans la zone où Dr. Fu va lancer les cubes, plus il va en lancer, donc plus ça va être catastrophe. Et encore une fois, je vous le dis un peu de manière pêle-mêle, c'est un peu confus tout ça, mais cette petite piste AD, cette petite tour AD avec finalement trois toboggans vont faire que vous ne savez pas exactement où les cubes vont tomber. Ça rajoute un petit peu d'aléatoire, un petit peu de fun. C'est un jeu qui est assez dur. Il est dur non pas parce que les règles sont dures, au contraire c'est très simple, mais parce que, eh bien, souvent vous allez exploser, des fois dès la première manche, il va y avoir un vortex sans que vous ayez rien demandé, ça va être assez tendu, ça va être dur de gagner, mais vous n'allez jamais être très très loin de gagner, vous allez être toujours à pas grand chose, donc ça vous donne l'impression que vous pouvez gagner, ce qui vous donne envie de refaire une partie, mais tout en vous laissant quand même suffisamment à distance pour vous dire c'est pas si simple. Et si jamais le jeu vous commencez à le maîtriser, il y a 3 modes de jeu supplémentaires qui réutilisent les mêmes règles, mais avec un petit truc en plus qui fait que le jeu est encore un petit peu plus compliqué. J'aime beaucoup ce jeu, je trouve que la mécanique de loop est très intéressante, le fait d'avoir une tour à dés, même si ce ne sont pas des dés, qui est très très intéressante aussi, c'est du jamais vu. Je me lance un peu sur des termes un peu forts parce que je pense que ça a déjà existé dans d'autres jeux, j'ai pas non plus une culture immense, mais c'est très sympa. En plus, le gros point fort du jeu, c'est son design, fait par Simon Caruso. Ça a un côté très décalé, très loufoque, très cartoon. Alors même si c'est pas un jeu d'espion ou d'agent secret, ça me fait un peu penser à cet humour décalé qu'il y aurait dans Austin Powers. Les couleurs assez... franchement, j'adore, je trouve que l'ambiance graphique fait clairement le jeu. Si ça avait été un autre thème, j'aurais beaucoup moins aimé le jeu, mais là c'est cool, c'est fun. Même les règles du jeu sont bien écrites avec plein de petits sketchs partout. On peut avoir un super slip, on peut avoir des trucs assez loufoques. Franchement, c'est vraiment cool. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que finalement, on va devoir utiliser... Alors on peut utiliser 2 personnages, 3 ou 4. C'est conseillé d'utiliser 3 personnages. On va pas avoir 3 mains, on va pas avoir 3 persos différents. On va avoir qu'une seule main de cartes avec finalement les decks de chaque personne qui sont mélangés. Et du coup, en fait, comment on va choisir quel personnage on joue? Eh bien tout simplement, on va on va piocher les premières cartes et les cartes qui sont spécifiques au deck d'un personnage, et ben on va le mettre sous ce personnage, et dès qu'un personnage a 3 cartes dans sa main virtuelle, et ben c'est lui qu'on va jouer. Les cartes qu'on va récupérer en cours de jeu, qui sont des cartes finalement non dédiées spécifiquement à un personnage, et ben on va choisir sur qui il est mis. Donc on va pouvoir un petit peu contrôler quel personnage on va vouloir jouer à ce moment-là. Je trouve que c'est bien, parce qu'avoir 3 mains de cartes, 3 personnages à gérer, c'est un peu relou. Là, ils ont trouvé un bon moyen finalement de rajouter un petit peu d'aléatoire, mais un peu de stratégie. J'aime beaucoup. D'un autre côté, ça peut être un défaut pour certains, parce que dans le vrai mode coopératif, on sait dans quel ordre on joue, donc on peut mieux se positionner, on peut mieux réfléchir à la stratégie pour vaincre le Dr. Loop. Là, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement qui va pouvoir jouer, donc ça rend le jeu encore un petit peu plus compliqué. Moi j'aime bien, ça rajoute un petit côté fun, etc. Ça permet d'alléger quand même un petit peu la partie, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu en stratégie et donc on peut plus facilement exploser. Et finalement, à part ce défaut-là qui moi ne m'a pas spécialement dérangé, j'ai rien de négatif à dire à ce jeu. Franchement très sympa si vous cherchez un jeu coopératif avec un petit peu de stratégie, un peu de deck building, avec une mécanique assez originale. Finalement, je crois que c'est pas si cher que ça. Et bien franchement, foncez, The Loop. J'ai mis du temps à le lancer, mais c'est vraiment pas du tout une déception. Contrairement à Tiny Epic Vikings, alors je vous le dis souvent, mais Scott Helms, c'est mon auteur préféré. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait jamais des grands jeux. Il fait souvent des jeux plutôt moyens, mais moyens plus, des jeux qui sont agréables à jouer avec pas mal de défauts, mais pas mal de bons points positifs. Là, j'ai pas vraiment de points positifs à dire sur ce Tiny Epic Vikings, si j'en ai quand même quelques-uns. Mais j'ai trouvé le jeu finalement assez plat. Moi, je les achète à chaque fois, j'ai ce petit côté collection que j'aime beaucoup, il y a le titre, il y a le fait que ça soit toujours jouable en solo, le fait que ce soit des petites boîtes qui prennent pas beaucoup de place, donc je fonce toujours dessus. Celui-là, c'est clairement pas le meilleur. Ça va être un jeu finalement, c'est écrit, un jeu runique de pillage d'îles, parce que oui, effectivement, pour gagner, il va falloir récupérer des runes en pillant des îles, tout est écrit. Ça va être un jeu finalement de draft et un jeu de majorité, de prise de position. Avant toute chose, quand on lance un Tiny Epic Vikings, on sait qu'on va avoir une boîte avec plein de contenu, un peu trop de contenu d'ailleurs, vous voyez la boîte est difficile à fermer, avec souvent des règles un peu trop longues et mal écrites. C'est cette gamme de jeux qui se veut être une gamme minus mais avec des gros jeux dedans. C'est vrai, pas tous, mais souvent le gros défaut c'est que les règles sont quand même écrites comme un manche à balai. Là c'est pas le cas, pour une fois les règles sont un peu longues,
mais assez clair. On va pas trop revenir aux règles. Souvent, il y a beaucoup d'iconographie, on va s'y perdre. Là, c'est pas le cas. Il y a assez peu d'iconographie pour un Tiny Epic et elles sont assez claires. Donc franchement, pour une fois, découvrir les règles, se lancer dans une première partie, c'est assez smooth, c'est assez léger, ça fait plaisir. Dans ce jeu, finalement, on va se drafter des cartes. Le draft en solo, moi je trouve que ça marche toujours très bien. Il y a des moyens très faciles de drafter. Et là, c'est le cas. Vous allez prendre des petits paquets de 3 cartes. À chaque fois, vous choisissez une carte et les autres, vous les allez donner à l'automat. Et ces cartes, finalement, à chaque manche, vous allez avoir un certain nombre. La première manche, il me semble que c'est 5, puis 6, puis 7. Et donc, finalement, vous allez jouer votre tour jusqu'à ce que... Enfin, vous n'allez pas jouer des manches jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cartes. Donc, à la première manche, vous allez jouer toute votre main. Chacun notre tour. Une carte, vous pouvez l'utiliser pour deux choses. Soit vous l'utilisez pour faire la bagarre. Dans ce cas-là, quand vous faites la bagarre, vous allez choisir un butin qui est sur le plateau. Et c'est ce butin-là qui va être en jeu. L'adversaire va décider s'il accepte la guerre ou si finalement il ne l'accepte pas, et dans ce cas-là vous allez jouer contre des pillards, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais un petit paquet de cartes, un personnage de la pioche, un personnage totalement aléatoire. Vous pouvez jouer cette bagarre, soit si vous ne jouez pas cette bagarre, vous jouez l'action principale de la carte qui va toujours avoir une action bonus. Cette action bonus dépend des runes que vous avez récupérées. Vous avez deux types de runes, soit vous avez des vraies runes, ce qu'on appelle les runes deal, qui sont des petits tokens que vous allez récupérer finalement en gagnant la majorité sur les îles, mais ça on va y revenir, soit les cartes que vous allez jouer pendant votre manche, les cartes de votre main que vous allez jouer, elles ont toutes des petites runes dessinées. Ça aussi, ça compte. Et donc vous allez essayer de récupérer votre main de cartes pour pouvoir faire des combos, entre guillemets, en jouant l'action principale et l'action bonus, qui est souvent assez intéressante. Si vous jouez que des actions principales, forcément, vous allez avoir des tours en demi-teinte. Donc ça, c'est quand même une bonne idée. Pour récupérer les runes, finalement, vous allez devoir placer des meeples, des ouvriers sur les îles, et puis c'est celui qui a le plus de meeples sur une île qui a la majorité, donc il récupère la rune. Pour récupérer la rune de quelqu'un qui est déjà sur une île, tout simplement, il faut mettre plus de meeples que lui. Si vous avez plus de meeples que lui, vous récupérez l'influence et vous récupérez la rune. À la fin du jeu, il y aura, donc quand vous aurez fait vos 3 manches, il y aura 2 scorings. Des scorings tout simplement sur les runes physiques. Les runes que vous avez débloquées vraiment, que vous avez dans mes mains, elles vous rapporteront un certain nombre de points en fonction des dieux et de leur rage. Je vous passe un peu les détails, vous comprendrez plus en jouant au jeu. Mais vous avez ces runes-là qui vont vous rapporter des points. Toutes les runes ne vaudront pas le même nombre de points, donc il va falloir essayer d'avoir les bonnes runes et pas les mauvaises runes. Et puis il y a des scorings passifs, des butins que vous aurez récupérés au cours des guerres, vous vont donner des runes non pas physiques mais dessinées sur certaines cartes, vous pouvez en garder que 3, et celles-ci aussi vont vous rapporter des points en fonction du dieu auquel elles correspondent et donc de l'influence ou de la rage de ce dieu. Un peu comme les runes physiques. Donc c'est assez simple. Vous savez que pour gagner, vous devez essayer d'avoir des runes et vous devez avoir les runes qui rapportent le plus de points. Donc au niveau du scoring, au niveau de la réaction de la stratégie, c'est assez simple. On ne va pas partir par 4 chemins et ça aussi c'est plutôt un point positif. Mais point négatif, j'ai trouvé que c'était quand même finalement assez plat. On se fait un peu chier, c'est un peu mou. Surtout en mode solo. Je parle que du mode solo, je pense que le mode multijoueur n'a pas du tout la même physionomie. Clairement, pour gagner, il faut participer à toutes les batailles. Autant multijoueur, on peut se dire non, cette bataille ne m'intéresse pas trop, je vais y perdre une action, parce que forcément si vous suivez dans la bataille, vous perdez une carte. Là, vous avez que 3 butins possibles. Mais l'automat peut avoir autant de butins. Donc s'il y a 6 batailles et qu'il va faire 6 victoires, il va récupérer toutes les cartes butins et forcément, ces runes qui vont se dessiner sur ces cartes butins vont lui rajouter des points. S'il a 6 runes qui valent 3 points, il va récupérer 18 points. Si vous n'avez que 3 cartes avec une rune à chaque fois, vous allez prendre que... voilà. Donc il faut l'empêcher d'avoir ces cartes runes. Vous êtes bloqué que à 3, donc c'est pas grave si vous les défaussez qu'elles ne vous servent pas, il faut l'empêcher. Donc s'il y a une bataille, il faut y aller, et il faut même souvent engager la bataille pour l'empêcher de faire autre chose. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a une stratégie vraiment full bataille, du coup on perd en intérêt, le jeu devient assez simple quand même. Et l'autre chose, c'est que finalement, niveau stratégie, c'est plat aussi, parce que lui, sa stratégie, c'est qu'il a 2 fois plus de bateaux, 2 fois plus de meeples, 2 fois plus de tout. Donc lui, il va balancer sur 1, 2, 3 îles, il va pas se développer sur toute la carte, c'est assez rare, il va surtout rajouter plein de meeples sur des îles, ce qui fait que très souvent, vous ne pourrez pas récupérer ces îles, parce que vous avez beaucoup moins de meeples que lui. Donc même avec toute la bonne volonté du monde, vous n'allez jamais pouvoir les récupérer. Mais c'est pas grave, il faut que vous fassiez le reste. Vous allez récupérer les autres runes sur lesquelles il va assez peu aller chercher et que vous gagnez des batailles pour récupérer des runes. Donc finalement, niveau stratégie, c'est assez plat. C'est fluide, ça se joue bien, mais c'est pas très palpitant. Les parties sont finalement assez courtes, mais
longue dans la tête, quoi. Je suis vraiment pas convaincu par le mode solo de ce jeu, qui marche bien pourtant, qui est assez simple à prendre en main, mais niveau stratégique, on perd en intérêt. Franchement, allez-y plutôt pour du multijoueur, on n'y allait pas. On va maintenant passer à Path of Civilization, un jeu de... Alors je vous avais pas dit... Oui, si, je vous l'avais dit pour l'autre. Là, c'est un jeu de Fabien Gridel, un jeu de Captain Games. Les illustrations, eh bien, vous le savez tous, ce jeu fait un peu polémique parce que ça a été généré avec des IA, ça a été généré avec des bases de données publiques, ça a été généré... Voilà, il n'y a pas de vrai illustrateur particulier. Je vais poser la boîte parce qu'elle est un petit peu lourde. Moi, je vais passer sur cette polémique IA ou pas IA. C'est un jeu que j'ai acheté, hein, c'est pas un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur. D'ailleurs, il n'y a aucun jeu qui m'a été envoyé sur cette vidéo. Donc, je vais vous donner mon vrai avis. Moi, le fait que ce soit fait par une IA, brièvement, ça ne me pose pas tellement de problèmes. Il faut savoir vivre avec son temps. Les peintres se sont fait voler la vedette par la photo. Pourtant, les peintres, ça existe toujours. Ceux qui font de la photo, finalement, maintenant, vous utilisez tous votre smartphone pour faire des photos. Donc finalement, le métier de photographe a aussi un peu disparu. Mais voilà, ça a été modifié. Ça a été maintenant, ce sont des graphistes qui ont... Donc oui, le métier d'illustrateur risque dans les futures années de changer très profondément, mais il faut savoir vivre avec son temps et accepter certains changements. Je pense que c'est comme ça. Je pense que vous utilisez tous votre smartphone pour faire des photos et vous ne pensez pas aux photographes qui, eux, n'ont plus vraiment beaucoup de travail. Et pourtant, on râle pas mal sur les IA. Bref, fin de l'aparté. Je ne suis pas là pour juger ce choix-là de l'éditeur, mais plus vraiment pour le travail de Fabien Gridel, qui finalement, lui, n'a pas forcément à être blâmé pour ça. D'autant plus que moi, je trouve que esthétiquement, c'est plutôt intéressant et que finalement, c'est pas un jeu où on va passer notre vie à regarder les illustrations, c'est un jeu très mécanique, donc qu'il n'y ait pas d'illustration folle, que ce soit pas un vrai illustrateur, ça ne m'en perturbe pas sur ce jeu. Bref, c'est un jeu, moi, qui m'a beaucoup plu, tout en ayant un tas de défauts. Mais vraiment un tas de défauts, hein. J'ai pris des petites notes pour pas dire que des bêtises. Surtout que ce jeu-là, ça va être un sujet un peu touchy pour beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de défauts que de côté positif. Mais pourtant, sur une journée, j'ai enchaîné 10 parties de suite. Alors les parties, c'est 30-35 minutes, donc c'est facile de les enchaîner. Mais sur une journée, j'ai fait 10 parties. Et depuis, je suis déjà à une vingtaine de parties. Forcément, j'ai joué à d'autres jeux cette semaine. Mais c'est un jeu qui m'a pris. C'est un jeu, une fois qu'on a fini la partie, on a envie de recommencer une. Qu'est-ce que c'est ce jeu ? Eh bien, c'est un jeu déjà où vous allez devoir... vivre 9 époques différentes. À la fin de chaque époque, vous allez avoir un défi. Ce défi, en fait, ça va être soit une guerre, soit finalement avoir un défi qui va vous dire que pour chaque carte rouge que vous avez dans vos paquets, eh bien, vous allez marquer tel point. Donc à vous de voir finalement sur quel défi vous allez miser. Forcément, le défi du tour 3, vous avez assez peu de temps pour le préparer, donc il va vous rapporter moins de points, mais peut-être que dans votre stratégie, vous allez plutôt préférer jouer des cartes de cette couleur, et tant pis pour le dernier objectif de fin de partie, lui qui va jouer sur une autre couleur. Vous ne pourrez pas tout faire, il faudra faire des choix stratégiques. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours, à chaque tour, une main de 5 cartes. Vous allez jouer 4 de ces cartes, et la 5e, vous allez la supprimer à tout jamais. Elle vous rapportera toujours des points en fin de partie, mais vous ne pourrez plus la jouer. Votre civilisation évolue et donc tour après tour, vous perdez des technologies pour en avoir une meilleure, parce qu'à chaque tour, vous allez acheter une nouvelle carte technologie, généralement de plus en plus forte. Ces cartes, vous pouvez les utiliser pour deux façons. Vous les mettez côté gauche, vous allez récupérer les bonus du côté gauche, qui sont globalement de récupérer des personnes. Ces personnes, ce sont des cubes. Les cubes, en fonction de la coupelle dans laquelle vous les mettez, ils se spécialisent. Au lieu d'avoir 30 meeples différents, d'avoir des pâtisseurs, des philosophes, des sages ou des ambassadeurs, vous avez un cube. Si vous le mettez dans la coupelle violette, ça devient un ambassadeur. Si vous le mettez dans la bleue, ça devient un philosophe, etc. Je trouve ça malin, ça évite le cumul de matériel. Bon, c'est pas vous qui choisissez directement en quoi ils deviennent, c'est grâce à ces cartes. Ces cartes-là vont vous dire de gagner 2 soldats, de gagner 2 ambassadeurs, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait les actions de vos 2 cartes que vous avez jouées à gauche, vous décidez soit d'acheter des monuments, pour ça il faut des bâtisseurs, des monuments qui sont des bonus immédiats qui vont vous rapporter des points sur vos pistes de progrès, ou justement des nouveaux personnages, des nouveaux bâtisseurs, etc. Ou alors, vous pouvez aussi acheter un leader. Un leader, c'est une 5e carte qui va sur votre plateau, qui vous donne généralement un bonus à chaque tour, et ça va être intéressant d'aller chercher un ambassadeur. Vous allez également pouvoir avancer sur une piste de philosophie qui vont vous donner des bonus. Bref, une fois que vous avez fait ça, vous passez aux 2 cartes que vous avez mises sur la droite. Ces cartes-là, elles vont vous donner des points de progrès. Et là, vous avez une jolie petite piste qui va aller sur 5 pistes différentes. Vous avez tout ce qui est culture, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est militaire, tout ce qui est scientifique, etc. Et vous allez augmenter. Ça vous dit, vos cartes vous donnent 3 points militaires, vous avancez de 3 sur votre piste rouge. Tout simple.
dernière phase, eh bien, vous achetez une carte au niveau du marché, des marchés, des technologies. Des cartes de niveau 1 qui valent 1 point, des cartes de niveau 2 qui valent 4 points, de niveau 3 qui valent 7 points et de niveau 4 qui valent 10 points. Et bien tout simplement, cette petite piste de progrès que vous avez sur votre droite, eh bien c'est en gros votre monnaie. Vous voulez acheter la carte niveau 3 sur la piste militaire, il vous faut 7 points. Si vous avez 8 points, vous repassez à 1. Et vous achetez cette carte. Et quand vous achetez cette carte, vous l'avez pour le tour d'après, mais surtout vous gagnez des bonus qui sont écrits sur le marché, qui sont des bonus fixes, qui vous permettent de récupérer soit des philosophes, soit de gagner des bâtisseurs, soit d'améliorer votre héritage militaire, soit de gagner d'autres points de progrès. Et donc ça va être un petit jeu de combo. Il va bien falloir choisir dans quel ordre on joue nos cartes, enfin de quel côté on joue nos cartes et de quelle carte on achète au bon moment pour bien jouer sur ces défis qui auront lieu en fin de partie, mais surtout maximiser, augmenter sur nos petites pistes pour le tour d'après acheter un truc encore plus fort. Et ça c'est assez malin, c'est vraiment bien fait, le mode solo est assez simple. Vous jouez contre une autre faction, chaque faction est asymétrique, vous commencez avec un petit bonus de départ, et bien pareil, l'automa, lui, va vous dire, en fonction de votre niveau de difficulté, quelle quantité de cartes de niveau doré, de niveau argent et de niveau bronze qui va moduler. Sur ces cartes, il y a toujours un scoring à atteindre, donc vous savez dès le début quel scoring il va falloir dépasser pour gagner la partie. Finalement, ces petites cartes vont dire à quel tour, quel type de carte vous défaussez, il y a un petit système de priorité, etc. Mais globalement, l'automa, lui, va juste vous empêcher de récupérer certaines cartes et va vous donner un scoring. Donc c'est assez simple, on joue facilement, c'est un jeu finalement assez solo. Des fois, il va y avoir un petit peu de compétition sur le marché, mais ça marche assez bien. Il y a ce côté très satisfaisant de combo, de bonus, d'acheter une carte très très forte qu'on va avoir plaisir à jouer au tour d'après et de faire un gros tour. Franchement, sans que ça soit un jeu révolutionnaire, ça marche bien. Voilà, c'est une partie, c'est 30 minutes, ça s'enchaîne. Dès qu'on a fini, on a envie d'en refaire une. Point négatif, finalement, il y a quand même un petit peu de mise en place. À chaque partie, vous devez avoir 10 cartes pour chacune des manches, donc vous devez remélanger chaque petite carte dans son petit paquet, en reprendre une aléatoirement. Pour en plus, à chaque nouvelle manche, il va y avoir des nouveaux monuments et des nouveaux leaders. Donc à la fin de la partie, il faut tous les remélanger dans le paquet. Dans les monuments, vous avez 3 pioches différents, donc il faut remélanger ces 3 pioches pour retirer. Un petit peu de mise en place qui fait que même si une partie c'est 30 minutes, on met souvent 5 à 10 minutes à relancer la partie. Ça peut des fois être un petit peu pénible. Ça reste assez bref, mais c'est vrai que quand j'en ai enchaîné 10 dans la journée, j'en avais un petit peu marre de remélanger mes petits paquets à chaque fois. Gros point négatif, vraiment le plus gros point, c'est que le jeu coûte 80 €. C'est excessivement cher et clairement, au départ, on peut se dire que, alors moi j'y connais rien au niveau des prix, tout ça, c'est pas mon métier, mais on peut se dire vraiment que c'est quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Sans parler du gameplay en lui-même, c'est vrai que les cartes sont pas d'une qualité immense, on voit que la découpe est pas toujours très, très fine. En plus, on doit coller des petits stickers au début, c'est pas du tout fait. Il n'y a pas vraiment d'insert dans la boîte. Bon, Captain Game, c'est une petite boîte, une petite structure, donc je comprends bien que ça a des frais, que ça doit probablement pas être un gros tirage, mais clairement, 80 €, ça va freiner beaucoup de personnes. D'autant plus qu'on peut se dire, si on veut aller un peu dans la polémique, c'est qu'il n'y a pas eu d'illustrateur, donc potentiellement qu'il y avait moyen de grappiller encore un peu sur le prix de la boîte, parce que l'illustration du coup n'a pas coûté d'argent, donc il y avait moyen de grappiller. D'autant plus que le jeu est peut-être un peu surproduit, il n'y avait pas besoin de cette qualité de matériel, parce que, même si j'ai dit qu'il y avait il y avait des défauts au niveau du matériel, c'est vrai que ces petites coupelles, elles sont en relief, donc quand vous balancez vos cubes dedans, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas sortir de la coupelle, ils vont rester dedans. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à lancer tac tac vite fait. Pour chaque carte, vous avez un petit porte-carte qui vous rappelle le numéro de la manche, donc finalement vous avez 10 petits porte-cartes. Et ça aussi, est-ce qu'il y a vraiment besoin, est-ce qu'on ne peut pas passer les cartes à plat? Vous avez un marché qui est finalement 5 range cartes, que vous pouvez mettre l'un au-dessus de l'autre et après fermer. Ça, c'est ultra pratique. Au moins, la mise en place, tac, 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 elle est rapide. Et c'est vrai que ça aurait été ultra chiant de devoir sortir chaque petit parquet et les mettre l'un au-dessus de l'autre. On est clairement d'accord. Mais est-ce qu'à 80 €, c'est un jeu qui va beaucoup se vendre? D'autant plus qu'il y a une polémique autour des illustrations. Je pense qu'ils sont peut-être tirés une balle dans le pied. Ils auraient dû le mettre vraiment à un cran. D'autant plus que c'est un jeu qui n'est pas expert, c'est un jeu initié. Donc 80 €, on s'attend à avoir un jeu avec une grosse profondeur, que là finalement on retrouvera peut-être un peu moins. Donc clairement, le jeu est probablement surproduit et trop cher pour ce qu'il est. Mais en contrepartie, après avoir fait une dizaine de parties, je suis bien content qu'il y ait ce petit marché qui soit déjà pré-rangé. Je suis bien content qu'il y ait ces petits porte-cartes parce que le jeu prend un peu de place et finalement sur mon bureau, j'ai les cartes face à moi. C'est beaucoup mieux. Je vous ai déjà tourné une partie. C'est vrai que c'est un peu chiant d'aller regarder les cartes qui sont à plat. Et pareil, les petites coupelles, elles sont en relief et c'est quand même bien pratique quand même. Au moins, on est sûr. On aurait pu mettre une simple carte colorée, mais au moins là, on est sûr que ça reste bien dans la coupelle. Donc, c'est surproduit, mais quand on y joue finalement beaucoup, on trouve vraiment que c'est un confort. Donc, je suis un peu mitigé là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le jeu est quand même assez
léger, ça reste de l'initié, même si à chaque partie on aura des objectifs différents, des défis différents, ça ne va pas foncièrement changer notre stratégie, on aura toujours une sensation de partie un peu similaire. Peut-être qu'il y a une partie où on ira plus vers les cartes vertes, peut-être une partie un peu plus sur les cartes oranges, mais ça ne va pas profondément changer notre réflexion, notre stratégie. On aura quand même l'impression d'avoir des parties toujours à peu près pareilles. Mais je ne saurais pas vous expliquer, c'est comme plaisant cette sensation de combo, etc. Autre chose, le jeu, j'avais vu une vidéo des gens en cravate d'Alex qui était justement avec les éditeurs qui disaient que le mode solo était assez challengeant. Je ne suis pas d'accord, il est comme assez simple. Je joue au niveau 4 sur 5 assez facilement. Il y a un côté expert qui donne que les cartes de l'adversaire, enfin le personnage, la faction de l'adversaire va vous donner un petit malus. Il faut clairement jouer avec, ça rajoute un petit peu de fun. Mais en niveau 4 sur 5, je gagne à peu près 6 parties sur 10. Le niveau 5 sur 5 est effectivement un peu plus complexe, mais pas tant que ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup forcer pour vaincre le jeu. Ceci dit, je ne joue pas tellement ce jeu-là pour vaincre l'adversaire, mais plus pour ce feeling, ce ressenti. Encore une fois, c'est un peu inexplicable parce qu'il y a beaucoup de défauts, mais ça se joue très bien. Donc voilà, moi un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu, je vais continuer de jouer sans la polémique, tout ça, mais finalement qui n'est pas un jeu parfait, qui est quand même très cher, qui a pas mal de défauts, mais qui reste plaisant, et après tout, c'est bien ce qu'on cherche dans un jeu. Je préfère quand même avoir acheté Pass of Civilization 80 € que d'avoir acheté Tiny Epic à 30 €, où finalement j'y jouerai quasiment plus, d'autant plus que j'ai acheté les tapis de jeu, etc. Donc le jeu m'est quasiment revenu au même prix que Pass of Civilization, et de très très loin, je préfère Pass of Civilization. Voilà, on va passer ensuite à la dernière déception, la plus grosse déception, même, World of Warcraft Wrath of the Lich King. C'est pas écrit ici parce qu'il est plus sous blister, mais ça reprend le système pandémique. Alors je n'ai jamais joué à un vrai pandémique, j'ai déjà joué à des jeux qui s'en rapprochent, mais j'ai jamais joué à pandémique. C'est un jeu que j'avais acheté pareil au tout début de ma ludothèque, à l'époque où je comptais jouer à ce jeu avec ma compagne, mais clairement, World of Warcraft, jamais de la vie elle y touche, et jamais de la vie elle n'y a touché. Moi, World of Warcraft, c'est toute ma jeunesse. Je ne suis pas très vieux, mais j'y ai joué 10 ans. J'ai arrêté parce que malheureusement, on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais des fois, quand j'ai des moments de nostalgie, je repense à toutes mes heures passées sur ce jeu. Et non pas en disant que j'ai perdu mon temps, au contraire, en disant que c'était des super moments dans ma vie, que j'ai découvert plein de monde, etc. Donc moi, dès qu'il y a un truc wow, je fonce, je suis chaud. J'ai même un Monopoly World of Warcraft, uniquement pour la collection, mais je suis fan. Là, finalement, c'est un jeu univers pandémique, c'est un jeu coopératif où à chaque tour, vous allez avoir des cartes que vous allez jouer soit pour leur action, soit que vous allez jouer pour leur couleur, parce qu'il faut d'abord valider des quêtes en étant sur un point précis de la carte et en défaussant certaines cartes de certaines couleurs, et bien vous progressez sur la quête. Une fois que vous avez validé vos 3 quêtes, vous pouvez aller affronter le roi Lich. C'est dit de manière ultra rapide, je pense que vous connaissez de toute façon le système pandémique. Sinon, renseignez-vous un peu plus, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas acheter ce jeu. Un jeu que j'avais eu à moitié prix, il est très souvent bradé aux alentours de 30 €, c'est à ce prix-là que je l'aurais acheté, je ne l'aurais jamais acheté à 60 €. C'est beaucoup trop cher. Bon, déjà, il y a des figurines, il y a plein de figurines. Si vous peignez pas vos figurines, le jeu est dégueulasse, je le savais, c'était mon plus gros frein, et clairement, avoir toutes des figurines bleues, c'est pas ultra joli, quoi. Bon, à moi de prendre le temps de peindre, d'apprendre à peindre, bref, je le ferai jamais, mais clairement, c'est pas un jeu qui est très joli. J'aurais préféré avoir des standees. En plus, des standees, ça coûte beaucoup moins cher que du plastique. En tout cas, il me semble bien. Mais finalement, le jeu n'est pas ultra passionnant. J'en ai fait qu'une seule partie. C'est rare que je fasse qu'une seule partie d'un jeu. Normalement, j'en fais, même quand je ne me plaît pas, j'en fais 3. En moyenne, j'essaie d'en faire 6-7 pour vraiment être sûr de mon avis. Et quand le jeu me plaît, là, il n'y a plus de limite. S'il y a des limites, parce que je ne joue pas non plus 45 fois à tous mes jeux, faut bien se le dire. Mais là, j'ai fait qu'une partie et je me suis dit, je ne suis pas sûr que le jeu va m'apporter grand-chose de plus dans l'avenir. C'est assez plat. Finalement, chaque tour, vous faites un peu la même chose. Ok, vous avez 3 héros avec un pouvoir un peu cheaté, qui vont bien avec les personnages de World of Warcraft. C'est toujours plaisant de découvrir nos personnages, de découvrir les lieux sur la carte qu'on connaît, mais ça va être toujours un peu pareil. En plus, il y a des lancers de dés insupportables. Si vous n'avez vraiment pas de chance, vous perdez un petit peu vos tours à faire des actions un peu pourries. Franchement, j'ai pas envie de vous en parler pendant 15 ans parce que le jeu m'a pas assez... c'est plus un jeu qui est tendance, donc vous n'avez pas besoin de moi pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Mais à chaque tour, vous allez avoir un flot incessant d'ennemis qui va apparaître. Si vous n'avez pas de chance, vous n'arrivez pas à les tuer avec vos lancers de dés. Vos cartes, vous allez jouer, mais il n'y a pas 15 types d'effets différents sur les cartes. Ça va être toujours un peu les mêmes. Vous déplacez en plus, tuer des ennemis en plus, faire passer... C'est toujours un peu les mêmes. En plus, les quêtes, vous n'avez pas ce côté... vous n'avez pas l'impression d'être un vrai chevalier. Ces quêtes, c'est juste de défausser des cartes d'une certaine couleur pour avancer sur la piste. Et c'est tout. Une fois que vous arrivez au boss de fin, le roi Lich,
Il y a une petite mise en scène qui fait penser vraiment au combat dans le raid de la couronne de glace. Donc ça, c'est assez sympa. On s'y croit un petit peu, mais il a un peu pété. Et en plus, c'est toujours le même combat de boss. Bon, ok, comme dans le jeu, mais il n'y a pas assez de rejouabilité. C'est plat, c'est un peu long. Hein. Les parties durent quand même quasiment, ouais, je crois 50 minutes. Franchement, je ne sais pas si c'est le système pandémique qui me plaît pas, si c'est l'utilisation dans ce jeu, mais je pense que toutes les parties sont un peu les mêmes, quoi. Même si on a changé des quêtes, donc on va pas défausser les mêmes couleurs au bon moment, il n'y a pas vraiment un twist qui va faire que les parties seront différentes, même que la première partie sera intéressante. Hein. On a l'impression de subir. Alors forcément, on apprend à jouer, donc on apprend à moins subir avec les parties, ça je le consens, mais voilà, j'ai pas l'impression, alors même si on gagne une partie, j'ai pas l'impression qu'on sera vraiment assez excité pour avoir envie de la refaire. Je trouve ce jeu assez plat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, ou en tout cas que tous les sites de vente sont avec moi, parce qu'il est tellement souvent bradé sur Philibert que, à mon avis, ce n'est pas pour rien. J'aurais dû me méfier, mais la licence m'a attiré fortement. Après, c'est un jeu très simple, hein, mécanique très simple à comprendre, donc clairement, pour débuter les jeux coopératifs, ça peut être intéressant. C'est peut-être une bonne porte d'entrée si vous aimez l'univers World of Warcraft, mais ça peut peut-être aussi vous décevoir, vous dégoûter, je ne sais pas. Voilà pour ces 4 jeux. Je vois que j'ai parlé pendant quasiment une demi-heure, c'est beaucoup trop long, excusez-moi. Je me suis laissé emporter que 4 jeux et j'en parle pendant 8 minutes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit abonnement, un petit pouce, tout ce que vous voulez. Si un de ces jeux vous a quand même plu et que vous avez envie de me soutenir, il y a des liens en affiliés en description, hein, n'oubliez pas. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.